Eh bien, bonsoir à tous. Nous nous trouvons dans la campagne mosellane, Hubert Reeves et moi-même. On vous souhaite une excellente soirée jusqu'à 1h, sans doute, sur France 2, pour une nuit des étoiles exceptionnelle, car il y a un événement exceptionnel, Hubert. Un événement exceptionnel demain, et qu'on verra si le ciel le permet, c'est le cas de le dire. C'est évidemment la grande éclipse qu'on attend tous depuis des années. Alors, quelle formidable mobilisation pour l'astronomie qui vous est chère, Hubert. Ça, c'est fantastique. Pour tous les gens qui s'intéressent à la diffusion des connaissances, c'est vraiment un cadeau du ciel. Alors, pour nous, évidemment, c'est la 9e nuit des étoiles. Au cours de cette 9e nuit, nous rappellerons tous les progrès réalisés en matière d'astronomie au cours de ce 20e siècle. Nous évoquerons aussi l'éclipse, parce que j'ai l'impression qu'elle fascine au-delà des légendes et des connaissances que l'on a pour l'instant sur l'éclipse. Oui, c'est ce qui est extraordinaire. C'est jusqu'à quel point ça remue les gens en profondeur. Ouais. On a bien et alors, vu derrière nous, vous voyez le château de Malbrouck. Il y a plein de gens qui sont remués par l'éclipse et ils sont dans ce château de Malbrouck. On est en Moselle, sur la commune de Mandrennes. La frontière allemande est juste derrière le château. Et c'est là que nous avons réalisé cette nuit des étoiles pour parler de l'éclipse, pour parler de ce qu'il faut faire pour se préparer pour demain, évidemment. Mais il y a un documentaire coproduction internationale que nous allons voir ensemble. Absolument. Cette soirée est effectivement un double sujet, l'éclipse dont on va parler, et une rétrospective du siècle. C'est-à-dire qu'est-ce que nous savons maintenant en 2000 ou presque et qu'on ne savait pas en 1900. Donc en contrepoint, on va voir l'événement et puis l'acquisition des connaissances depuis 100 ans. Et alors Hubert et moi, on est très optimistes, c'est pour ça qu'on s'est mis sur un cabriolet en Moselle ce soir, en direct, pour une grande soirée Nuit des Étoiles, avec donc un film que vous allez voir pendant 52 minutes, film étonnant avec des situations, des druides, des savants. Vous retrouverez Hubert qui vous parlera d'amour. Et puis ensuite, on se retrouvera ici, devant le château de Malbrouck, en compagnie de d'autres invités, pour une 9e Nuit des Étoiles, tout à fait exceptionnelle, je crois. Donc rendez-vous dans un peu plus de 50 minutes. Voici le spectacle le plus grandiose de notre système solaire. Une éclipse totale de soleil. L'Europe attend fébrilement la dernière éclipse solaire de notre millénaire, certaines craintes surgissent. Les nuages de l'Atlantique vont-ils obscurcir cette conjonction céleste? Les astronomes croisent les doigts. Les astrologues, eux, sont superstitieux et même Shakespeare prédit un destin funeste. Les dernières éclipses du soleil et de la lune ne nous présagent rien de bon. Et les frères se divisent. Le lien se rompt entre fils et père. Le lien se rompt. « 11 août 1999. L'ombre de la Lune traverse l'Europe d'un seul trait à une vitesse 2 fois supérieure à celle du Concorde. Cette ombre démarre très loin dans l'Atlantique Nord, là où le fantôme du Titanic navigue encore sur des mers impitoyables. Il a sombré 3 jours avant l'éclipse de 1912, victime d'un iceberg. Coupant au nord du lieu du naufrage, un croiseur se dirige vers notre nouvelle éclipse. Au lever du soleil, l'astronome David Levy s'installe. Lui et 700 autres passionnés espèrent être les premiers sur Terre à observer le début de l'éclipse totale.
le ciel, 3 Concorde poursuivent cette ombre à travers l'Atlantique. Pour avoir le privilège d'un ciel clair et s'assurer une durée de totalité un peu plus grande, les passagers sont prêts à payer 12 000 francs le voyage. La zone de totalité ne passe pas sur l'Irlande, mais les Irlandais, eux, ne rateront pas l'éclipse totale. En effet, une véritable armada de voiliers et de bateaux de pêche se dirige vers la zone de totalité de l'éclipse. À 80 km au sud de l'Irlande, dans l'Atlantique, avec la Lune au-dessus qui s'apprête à masquer le Soleil. Quoi de mieux pour un rassemblement maritime? Arrivé sur la terre ferme, les îles Scilly, au large de la péninsule sud-ouest de l'Angleterre. Depuis ce rivage de l'Atlantique jusqu'à la mer Noire, jamais autant de personnes n'auront été témoins d'une éclipse totale. Pour cet astronome anglais, John Mason, voir une éclipse totale est une expérience sans égale. Expérience, et il insiste, que l'Europe doit saisir. La différence entre une éclipse partielle à 90% et une éclipse totale est fondamentale. Vous devez faire l'expérience de la totalité. Tout le monde devrait voir une éclipse totale au moins une fois dans sa vie. Tous nos sens sont complètement pris d'assaut. Tout passe si vite que ces 2 minutes ne semblent durer que 20 secondes. Sur le sol de l'Angleterre, les druides des temps anciens effectuent un rituel avant l'éclipse. Leurs incantations sont dirigées vers la Lune et le Soleil, des dieux qui feront de cette conjonction une force du bien. Depuis le sud-ouest de l'Angleterre jusqu'au nord-est de la France, la bande de totalité, jusqu'à 120 km de large, salue l'un des triomphes du christianisme, la cathédrale de Reims. Ici également, pendant 2 minutes environ, la Lune obscurcira complètement le Soleil. L'astrophysicien Hubert Reeves dévoile son romantisme. Je pense que l'expérience de voir le soleil disparaître en plein jour est une expérience extrêmement impressionnante et qu'il ne faut absolument pas rater au moins une fois dans sa vie. Bien sûr, l'éclipse va être visible dans toute la France et même dans une grande partie du sud et du nord, mais à 90, à 95, à 99%. Il faut la voir à 100%. Il faut vraiment venir dans ce qu'on appelle la bande de totalité. Voir l'éclipse à 99%, c'est un baiser de fiancé. La voir à 100%, c'est une nuit d'amour. 9 mois après une nuit de passion, un enfant va peut-être naître. Et si cette naissance coïncide avec une éclipse totale, certains pensent que l'enfant sera particulièrement doué. Vivant à Munich, ces Allemandes se trouvent être au centre de la zone de totalité. Qui sait de quel génie elles pourront accoucher en ce 11 août? Pendant ce temps, de l'autre côté de la frontière, Fred Espenac de la NASA est le roi des éclipses et c'est ici qu'il a choisi de l'observer. Observer une éclipse de soleil depuis un hélicoptère au-dessus des Alpes autrichiennes, c'est peut-être l'une des plus grandes choses qu'il nous est possible de voir. Étourdissant. Du côté de l'Est, le cercle de totalité balaie la Hongrie, déclenchant toutes sortes de célébrations débridées. L'éclipse est gratuite, profitons-en. Les écoliers tracent la ligne centrale de totalité. Ils aimeraient le faire à travers toute l'Europe et récolter de l'argent pour la paix. En Transylvanie, un problème terrible se pose au fameux comte Dracula. Son château légendaire se trouve à Bran, juste en dehors de la zone de totalité. Malgré tout, quand l'éclipse sera à son maximum, les cieux ici s'assombriront. Croyant que la nuit tombe et toujours assoiffé de sang, le vampire sera-t-il tiré de son sommeil? Quelques instants plus tard, avec la réapparition du soleil, Dracula finira-t-il par mourir?
le monde réel, la Roumanie ne nous apporte que de bonnes nouvelles. Bucarest est la seule ville à posséder un grand observatoire situé le long de la zone de totalité. Il attire des astronomes de renom tels que l'américain Jay Pasachov. Nous sommes venus en Roumanie parce que les prévisions météorologiques à long terme sont les plus favorables pour toute l'Europe. Et il est rare qu'un télescope géant se trouve sur la zone de totalité. De fait, l'occasion d'utiliser le télescope de l'observatoire de Bucarest est très exceptionnelle. Éloignez-vous du Soleil et vous comprenez pourquoi une éclipse est quelque chose de si particulier. Ni Mercure ni Vénus n'ont de lune. Baignée par la lumière du Soleil, Vénus projette une ombre, mais aucune lune ne projette d'ombre sur Vénus. La Terre, elle, possède une lune, et tous les 18 mois environ, tandis qu'elle intercepte le chemin du Soleil, la lune projette son ombre sur la Terre. Il en résulte une éclipse totale de Soleil. Tout d'abord, voici la phase partielle au moment où la lune commence à mordre le disque solaire. Ensuite, voici l'anneau de diamant. Inexorablement, la lune éteint le Soleil, luminaire des planètes. Puis, la totalité. Elle se produit uniquement parce que, par une coïncidence extraordinaire, le Soleil a 400 fois le diamètre de la Lune, tandis que la Lune est exactement 400 fois plus proche de nous que le Soleil. Un autre anneau de diamant et le Soleil revient. Cette étonnante coïncidence cosmique peut faire l'effet d'une drogue, non seulement sur les observateurs occasionnels, mais aussi sur les astronomes professionnels les plus endurcis. La qualité de la lumière juste avant la totalité et pendant la totalité est vraiment très étrange. Le ciel prend une couleur d'un bleu pourpre profond. Les étoiles les plus brillantes ainsi que les planètes apparaissent. Sur l'horizon, vous voyez souvent des couleurs rouges orangées, une sorte de bande crépusculaire à mesure que l'ombre s'avance. Il faut vraiment être là au moment où tout devient brusquement noir, à ce moment précis de la totalité. Et ce n'est pas peu dire. Les choses deviennent progressivement de plus en plus sombres, très progressivement pendant à peu près 1 heure. Et juste au moment de la totalité, ça devient subitement 10 000 fois plus sombre. Pendant ces 2 minutes, vous pouvez alors regarder le soleil sans protection oculaire. Si vous photographiez les gens pendant une éclipse, ils ont la bouche ouverte et ils regardent comme ça. Dans les premières secondes, même dans la première minute, les gens sont tellement étonnés du spectacle qu'ils restent, on dit en français, bouche bée. J'ai pu voir une éclipse déjà il y a quelques années au Chili, à 4500 mètres d'altitude, dans le désert d'Atacama. C'était absolument extraordinaire. Et je dois dire que la préparation, la tension qui se crée chez les gens à mesure que l'heure approche, au moment où on voit le disque du soleil qui commence à disparaître progressivement, puis au moment précis où l'éclipse est au complet, où on voit ce disque noir, on voit apparaître des grandes bandes blanches autour du Soleil, on voit les planètes voisines du Soleil, Mercure et Vénus, et il se crée une impression, les grandes émotions sont contagieuses, et on sent cette tension entre les gens qui sont de parfaits étrangers, ils viennent de partout, les gens arrivent avec leurs tentes, leurs roulottes, il y en a des milliers, et la chose extraordinaire, c'est la fin de l'éclipse. Alors tout le monde se regarde, tout le monde se sourit. Il se crée comme un lien d'amitié entre des gens parfaitement étrangers. Certains sortent les bouteilles de champagne, on boit, on rigole, tout ça. C'est vraiment un grand moment, non seulement par ce qui se passe dans le ciel, mais par ce qui se passe entre les gens qui sont là, qui se rencontrent à l'occasion de cet événement. Nous aurions un beaucoup plus grand nombre d'éclipses si l'orbite de la Lune n'était pas inclinée. Elle fait un angle de 5 degrés avec le plan de la Terre et du Soleil. À chaque orbite autour de la Terre, la Lune coupe 2 fois ce plan. Ici et là. Mais ce n'est que du côté ensoleillé de la Terre, à ce point d'intersection, qu'une éclipse solaire peut se produire. Imaginez, vous, observateurs, que vous êtes le Soleil. La Lune s'approche de l'alignement. Une autre éclipse solaire. Cela se produit environ 70 fois par siècle. Et quand cela arrive, c'est le cercle d'ombre interne projeté par la Lune qui provoque la totalité.
Tandis que la Terre, la Lune et le Soleil sont alignés pour notre grande éclipse européenne, l'ombre interne crée la totalité. L'ombre externe, ou pénombre, produit une éclipse partielle de l'Arctique au Sahara. Au-dessus de la grande cathédrale gothique de Reims, la Lune obscurcira complètement le Soleil pendant exactement 1 minute 59 secondes. Pour un scientifique comme Hubert Reeves, une éclipse est une joie. Pour quelques autres, influencés par un mage du XVIe siècle, c'est une angoisse. Nostradamus, bien sûr, on le cite souvent à propos de ces éclipses, puisqu'il a prévu cette éclipse. Il faut dire qu'il n'a rien d'extraordinaire là-dedans, puisque déjà les Babyloniens savaient prédire les éclipses à longue distance. Mais ce qu'il a prévu, ce qu'il a ajouté, cette histoire du troisième antichrist, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. De toute façon, je pense que les gens ont un don particulier pour voir comme on dit, des visages dans les nuages. Et certains disent que de ces nuages descendra un grand roi de terreur. De tous les mythes et légendes qui entourent notre éclipse, rien n'a plus échauffé les esprits que les prophéties de Nostradamus. Il y a plus de 400 ans, à Salon de Provence, Nostradamus écrivit ses fameux quatrains censés prédire le futur. Il y en a plus d'1 millier, rédigés en français médiéval, remplis d'allégories et d'allusions. Nostradamus donne très peu de dates, mais il mentionne spécifiquement juillet 1999. Compte tenu des changements survenus dans les calendriers depuis son époque, un décalage de 11 jours, il pourrait bien se référer à août 99. Et comme Nostradamus était fasciné par les éclipses, il est concevable que l'événement qu'il a prédit soit précisément notre éclipse. Du ciel viendra un grand roi des frayeurs, dit-il. Notre éclipse peut-être, immédiatement suivi d'un astéroïde entrant en collision avec la Terre. Pour Nostradamus, comme pour la plupart des gens à cette époque, une éclipse annonçait des troubles à venir. Alors je pense que le grand roi des frayeurs, dont parle Nostradamus, était évoqué par les éclipses ou les comètes. Les populations avaient peur parce qu'en général, les comètes et les éclipses annonçaient des événements graves, des guerres, des pestes, des famines. Donc ce grand roi des frayeurs pourrait bien être l'éclipse. Invasion venue de l'Est, impact venu de l'espace, la station Mir, ou seulement plus de peur que de mal. Nostradamus nous laisse deviner. La star de notre spectacle, c'est le Soleil. Le Soleil est une étoile, et comme des milliards d'autres, c'est un phare plein d'énergie. Une fournaise nucléaire qui fusionne de l'hydrogène en hélium. À chaque seconde, le Soleil perd une masse de 4 millions de tonnes de la matière qui est libérée sous forme d'énergie. Cette énergie alimente le système solaire. Elle maintient la vie sur Terre. Des protubérances gazeuses projetées dans l'espace forment des arches qui peuvent atteindre jusqu'à 50 000 km de hauteur. Des tornades de la taille de la Terre tourbillonnent près des pôles à plus de 500 000 km à l'heure. Des éruptions jaillissent de toutes parts à la surface du Soleil. Les plus fortes peuvent monter jusqu'à 100 000 km. Voilà qui replace notre planète à une autre échelle. Ces éruptions solaires sont extrêmement violentes. Chacune libère autant d'énergie que 10 millions de bombages réunis. En voici une qui forme des rides à la surface du Soleil. L'atmosphère externe du Soleil, la couronne, devient visible à l'œil nu lors d'une éclipse totale, c'est-à-dire quand la Lune cache complètement le disque solaire. La température de la couronne peut atteindre 2 millions de degrés. Elle semble danser une sorte de gigue magnétique provoquée par des convulsions à la surface solaire. Les astronomes poursuivent leurs recherches en étudiant les taches qui maculent périodiquement le disque du Soleil. Les taches solaires sont des sites d'activité magnétique.
Les lignes de force magnétique jaillissent du Soleil et se déploient dans l'espace. Le Soleil a un cycle de 11 ans pendant lequel les taches solaires sont actives. Ici, il se rapproche de sa phase de maximum, ce qui est très excitant pour les amateurs d'éclipses. Cette éclipse aura lieu pendant un maximum solaire, c'est-à-dire une phase où l'activité des taches solaires est maximale. Et durant un maximum solaire, vous avez tendance à voir une couronne solaire très active, avec de longs jets et des filaments rayonnant vers l'extérieur dans toutes les directions. Souvent, vous avez un grand nombre de protubérances, de sorte que l'éclipse s'avère être encore plus spectaculaire et encore plus belle qu'une éclipse solaire ordinaire. Le 2 décembre 1995, la nouvelle sonde spatiale SOHO nous a dévoilé le Soleil comme nous ne l'avions encore jamais vu. Mais malgré ces récentes découvertes, le Soleil reste encore très mystérieux. La surface du Soleil que nous voyons chaque jour a une température d'environ 10 000 degrés. Mais à quelques milliers de kilomètres seulement de la surface, quand on s'élève dans la couronne solaire, la température grimpe jusqu'à 1 ou 2 millions de degrés. Et les physiciens et les astronomes ne comprennent toujours pas pourquoi. C'est comme si vous aviez de plus en plus de chaleur alors que vous vous éloignez du poêle. Nous aimerions donc comprendre comment l'énergie est transférée depuis l'intérieur de la surface solaire jusqu'à un niveau très élevé et comment elle se dissipe pour chauffer la couronne. SOHO cherche à répondre à ces questions en créant ses propres éclipses. Sur le plan scientifique, cela présente un avantage certain. Observer une éclipse réelle prend seulement 2 minutes. Mais en 2 minutes, le Soleil ne change pas beaucoup. Vous ne pouvez pas voir la dynamique. Vous aurez une image, juste une image impressionnante, mais qui ne bouge pas. Elle reste stationnaire. Ce qui se passe avec les coronographes embarqués sur SOHO, c'est que vous voyez la dynamique de la couronne. Elle change continuellement en exhalant le vent solaire. Vous pouvez voir les éjections massives de la couronne, les ondes, la dynamique. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas observer durant l'éclipse. Pour démêler la machinerie complexe du Soleil, rien ne doit entraver notre regard, ce qui est possible avec SOHO. Une éjection de masse projette 1 milliard de tonnes de gaz depuis la couronne. Des particules électrisées se ruent dans l'espace à 1000 km par seconde. 2 jours plus tard, elles atteignent l'atmosphère supérieure de la Terre. C'est ce qui crée la lumière des aurores polaires. Parmi les 3 acteurs de la scène qui se joue lors d'une éclipse, la Lune est physiquement le plus petit, mais elle tient le rôle principal. Sans elle, il n'y aurait pas de spectacle. Pour les éclipses totales, c'est un problème, car la Lune s'éloigne lentement de la Terre à raison de 4 cm par an. Ce phénomène provient de la friction créée par les marées. À mesure que les marées ralentissent progressivement la rotation de la Terre, nous perdons de l'énergie. La Lune, elle, gagne de l'énergie et s'éloigne. Aujourd'hui, lors d'une éclipse totale, la Lune recouvre exactement le disque du Soleil. Il y a 2 milliards d'années, la Lune était plus proche et elle couvrait davantage le Soleil. Dans le futur, quand la Lune se sera éloignée, elle ne masquera plus complètement le Soleil. Cela arrive aujourd'hui parfois quand l'ombre de la Lune manque de peu la Terre. La Lune a en effet une orbite elliptique. Nous assistons alors à une éclipse annulaire. Pour notre éclipse, le cône d'ombre atteint aisément la Terre. Au cours de son trajet à la surface de notre planète, il s'étale au cœur de la romantique Roumanie en une bande de plus en plus large et pendant un temps de plus en plus long. Ce couple a décidé de se marier pendant l'éclipse totale. Ils ont bien fait de choisir cet instant, car l'église se trouve à Râmnicu Vâlcea, là où la durée de l'éclipse totale est la plus longue sur Terre.
annoncer leurs vœux et sceller leur amour durant l'éclipse totale. 2 minutes et 23 secondes au cours desquelles les cieux restent sereins. Les futurs mariés sont profondément conscients de la portée de ce symbole. Une union terrestre associée à une conjonction céleste. Les époux ne se donneront leur premier baiser qu'à l'instant où le soleil ressurgira et déploiera son anneau de diamant. Je peux vous dire, selon mon expérience personnelle de 15 éclipses, que voir une éclipse totale est quelque chose dont vous vous souviendrez pour le restant de votre vie. Et il n'y a aucun mot ni aucune photo qui puisse dire à quel point ce phénomène est indescriptible. Dans les Ardennes françaises, 2 villages voisins se disputent les premières loges pour assister à l'éclipse totale du soleil. Monsieur Poissereux, le maire de Blagny, a beaucoup travaillé à la préparation de l'éclipse. Le cercle de totalité balayera son village et il en est enchanté. Nous avons profité de la proximité de Saint-Valfroy, site reconnu par la SAF comme un site d'observation idéal, étant donné qu'on verra arriver de très loin l'ombre, on la verra repartir, ombre qui épousera. Bon. L'éclipse va passer dans ce sens-là, et l'éclipse à Saint-Valfroy durera une dizaine de secondes de plus que Carignan, parce que Saint-Valfroy se trouvera plus proche de la zone centrale de la ligne maximum, qui est à Vouziers de 2 minutes 13. Pendant ce temps, à Carignan, le maire, M. Tegedo-Cruz, n'est pas en reste. Eh bien, je donne rendez-vous à tous à Carignan pour l'éclipse du 11 août. Nous avons choisi le site de Houé car il est situé en hauteur et dégagé de tout arbre, ce qui nous permet une vue assez lointaine et bien dégagée. Pour M. Poissereux, le maire de Blagny, nulle part en France et même en Europe, il ne peut y avoir de site plus adéquat que celui-ci. Et il espère bien voir son champ rempli de centaines de personnes. Faux, dit le maire de Carignan. C'est ici le bon endroit. Et il a d'ailleurs diffusé une affiche publicitaire qui déconcerte son rival. Comment je comprends cette notice? Je pense qu'il y a une grosse erreur, étant donné que ici, et nulle part ailleurs, l'éclipse totale ne durera 45 minutes. C'est une question de 1 minute, 2 minutes, 2 minutes 13 maximum. Mon collègue et ami donnera des explications à ce sujet. Ce chiffre, oui. Et mais pour moi, l'éclipse, ça commence ici, lorsque la Lune passe entre la Terre et le Soleil, jusqu'à la fin. Donc ça fait à peu près 45 minutes. C'est vrai que l'éclipse totale est de à peine 2 minutes. Mais il y a l'éclipse également partielle. Voilà. En réalité, l'éclipse est partielle sur toute l'Europe. Et l'éclipse est d'autant plus grande, en d'autres termes, le Soleil est d'autant plus obscurci, que l'on est plus proche de la bande de totalité. Il fait totalement noir uniquement dans la bande de totalité. Et à l'intérieur de la bande, plus vous êtes près de la ligne centrale, plus la totalité dure longtemps. L'ombre de la Lune met 64 minutes pour traverser l'Europe. En France, ce couple a parcouru à vélo la ligne tout entière pour trouver le meilleur site d'observation. À environ 12h22 heure locale, la totalité passe au nord de Paris. À l'est, elle balaie la Belgique et le Luxembourg, atteignant l'Allemagne à 12h32 environ. 3 minutes plus tard, quand elle atteint Stuttgart, la ville est en plein festival du soleil. Voitures alimentées à l'énergie solaire, fête de la science et soirée techno.
Plus on se déplace vers l'est, plus la phase de totalité dure longtemps. Ici, sur la frontière germano-autrichienne, elle atteint 2 minutes et 20 secondes. Dans les Alpes autrichiennes, au sommet du Schlenken, on célèbre le passage de la totalité par des danses mystiques, des symboles solaires et des trompes alpines. Avançons vers la Hongrie et le lac Balaton, où le point de vue pourrait bien être le meilleur d'Europe. Hélas, les météorologues nous préviennent, le lac Balaton est aussi un endroit froid, humide et nuageux. C'est ici, à l'entrée de la Roumanie, que la bande de totalité est la plus large. L'ombre passe sur un ancien observatoire reconstruit à Sarmisegetuza Regia. Un peu plus loin vers l'est, la phase de totalité atteint sa durée maximale, 2 minutes 23 secondes à Râmnicu Vâlcea. Bucarest est, avec la cité du Luxembourg, la seule capitale traversée par l'éclipse totale. Au tout début de la matinée sur l'Atlantique, la durée de la totalité augmente graduellement vers le centre de la Roumanie, puis quitte l'Europe. Depuis la nuit des temps, les éclipses de soleil ont frappé les esprits, quelles que soient les religions. Aujourd'hui, nous savons qu'une éclipse, c'est un événement relativement insignifiant à l'échelle de l'astronomie. Mais quand même, nous sommes très impressionnés. Et là, on comprend comment nos ancêtres, les gens qui ne savaient pas, les gens pour lesquels cela prenait, il n'y avait pas d'explication scientifique, on peut comprendre la puissance de l'émotion qui les étreignait. Et je crois qu'il y a quelque chose en nous qui est toujours présent. C'est un peu comme quand on regarde la flamme d'un feu, on sent une sorte d'appel, une sorte d'émotion qui vient probablement du fond des âges au moment où le feu était tellement important pour les êtres humains. De la même façon, ces émotions profondes senties quand on ne savait pas ce qui se passait, le soleil qui disparaît, c'est fantastique. Mais je crois que c'est encore un peu présent en nous. Et on a beau, avec notre tête, se dire « mais non, ça n'est que la superposition du disque de la Lune et du Soleil », quand même, ça nous touche énormément. Stonehenge, dans le sud de l'Angleterre. Certains pensent que cet observatoire de l'âge de bronze prédisait les événements célestes. On sait que les Chinois de l'Antiquité en étaient capables. Ils ont répertorié méticuleusement les phénomènes célestes. Mais lorsque 2 astrologues de la cour se trompèrent sur une prédiction d'éclipse, ils furent décapités. Les Babyloniens savaient que les éclipses se répètent selon un cycle régulier. Utilisant leurs ziggourats comme observatoire, ils furent d'experts pronostiqueurs d'éclipses. De même, l'anglais Edmond Halley, connu pour la comète qui porte son nom, avait calculé le trajet de l'éclipse totale de 1724. Elle passa directement au-dessus de l'Europe. Quand le grand physicien Albert Einstein proposa sa théorie de la relativité générale, celle-ci fut prouvée expérimentalement grâce à l'éclipse totale de 1919. Einstein avait prédit que les objets massifs dans l'espace devaient incurver la lumière en déformant l'espace autour d'eux. L'exemple le plus proche de la Terre était le Soleil. Selon lui, les étoiles proches du Soleil apparaîtraient décalées de leur position normale durant l'éclipse de 1919. Einstein avait raison. Les objets massifs incurvent la lumière. 1999, Wolkingen en Allemagne. Un homme est à la fois préoccupé par l'éclipse et par les œufs. Dans une usine désaffectée utilisée comme lieu de conférence, Gernot Meiser a réuni quelques scientifiques pour l'aider à trouver une solution à une expérience qu'il a vécue il y a plusieurs années, à savoir pourquoi les œufs tiennent-ils debout pendant une éclipse totale. Une des réponses apportées pourrait être l'attraction gravitationnelle qui est accrue lorsque le Soleil et la Lune sont directement alignés. Mais rien n'est prouvé. J'ai assisté à une expérience très étrange. Elle a été faite par un groupe d'élèves. Ils ont préparé des œufs, ils les ont posés sur une table,
Puis, ils m'ont affirmé que les œufs ne tomberaient pas. Et personne ne pouvait me dire pourquoi. Seule une personne m'a expliqué que c'était sans doute à cause de la gravitation. Ce que j'ai constaté, c'est que la plupart des œufs tenaient debout. Et les professeurs m'ont dit que pendant l'éclipse, les œufs restaient effectivement debout. Une fois l'éclipse terminée, ça ne fonctionnait plus. Je ne sais vraiment pas pourquoi. Les astronomes non plus. Si les œufs restent debout pendant une éclipse totale, pourquoi n'en font-ils pas de même à chaque nouvelle lune, quand le Soleil et la Lune sont alignés? Pour mémoire, voici comment nous avons fait tenir des œufs debout sans attendre une éclipse totale de Soleil. Nous avons utilisé un aimant. Mais comment mettre un morceau de métal à l'intérieur d'un œuf? Eh bien, c'est notre secret. Un secret que nous vous livrons. L'œuf doit être dur. Pour observer une éclipse en toute sécurité, il faut beaucoup plus que des lunettes de soleil. En France, le ministère de la Santé, se sentant concerné par la protection de la vue des citoyens, met à la disposition du public au moins 10 millions de lunettes spéciales éclipse approuvées par le gouvernement. Quand on regarde les documents du passé, on voit qu'à chaque éclipse de soleil, chaque éclipse totale, il y a eu des cas de cécité en nombre qui n'est loin d'être négligeable. Et nous avons voulu porter une attention particulièrement forte à ce problème pour protéger nos concitoyens en tenant compte des résultats du passé. Pendant les phases partielles de l'éclipse, il faut porter ces lunettes spéciales. Le mot d'ordre est le bon sens, l'objectif est le plaisir. Les gens pensent à tort qu'il y a quelque chose de dangereux juste au moment de l'éclipse, des rayons étranges provenant du soleil, mais c'est tout à fait faux. Ce que les gens ne réalisent pas, c'est que pendant les 2 minutes et quelques secondes de totalité, en plein cœur de l'éclipse, la luminosité est la même que celle de la pleine lune. Et c'est donc tout à fait inoffensif de la regarder sans aucune protection oculaire. C'est au moment où le soleil réapparaît que les lunettes de protection doivent être remises. Il suffit de 2 secondes d'exposition pour brûler la rétine. Le poète hongrois Sándor Petőfi a presque perdu la vue après avoir regardé l'éclipse de 1842 à l'œil nu. Craignant la cécité totale, il a écrit « Qu'adviendra-t-il de moi? Ne plus voir les filles, ni la fumée d'une pipe. N'oubliez pas vos lunettes de protection. » Le Danube coulant vers la ligne de totalité. Pour l'historien Aurel Ponori-Török, l'éclipse est un signe venu du ciel car elle retrace les grands moments de l'histoire de la Hongrie. L'ombre envahira à nouveau le site où les Magyars ont conquis les plaines de Hongrie il y a 11 siècles. Le soleil et la lune se retrouvent au-dessus de l'église Saint-Matthias à Budapest. 2 jours après l'éclipse de 1485, le roi Matthias conquit la ville de Vienne. Après l'éclipse de 1999, comment l'histoire de la Hongrie va-t-elle se poursuivre? J'ai attendu cette éclipse pendant 65 ans. Et cette femme a attendu plus de 90 ans. L'éclipse fait partie de sa culture et de la culture de toute la Hongrie. Elle s'est autoproclamée reine des éclipses de son village. Elle n'a jamais vu d'éclipse, mais comme beaucoup de gens en Hongrie, elle a tout lu sur le sujet et elle veut faire partager sa passion. Il en va de même pour cette association d'astronomes amateurs composée de fermiers, de marchands, d'enseignants et même du maire. Vas megye területénél éri el az árnyék Magyarországot is, tehát nálunk fog kezdődni a fogyatkozás legelőször. Pendant des mois, ils se sont penchés sur les cartes pour étudier le trajet de l'éclipse totale. Par chance, l'ombre de la Lune passe justement au-dessus de cette ferme. Alors, l'opticien du village a fabriqué une splendide lentille pour leur télescope. La Hongrie est prête pour l'éclipse. 1700 km à l'ouest, des préparatifs encore plus frénétiques sont en cours. 30 000 fans se rendent en Cornouailles pour la plus grande fête de l'éclipse de l'Angleterre. En plus du soleil et de la lune, les stars invitées sont le groupe Telemic Pulse, venu spécialement en l'honneur de l'éclipse totale. Mais il s'agit ici d'un petit événement.
En effet, 3 millions de visiteurs sont attendus dans ce petit coin d'Angleterre. C'est le plus grand mouvement de population jamais vu à ce jour. Pour l'eau, l'hébergement et les transports, le gouvernement britannique a mis en place un véritable plan d'urgence car les infrastructures existantes s'avèrent insuffisantes. L'Angleterre est fin prête. Un astronome en mission. John Mason s'éloigne de 45 km de la côte anglaise en direction des îles Scilly. Réchauffées par le Gulf Stream et couvertes de fleurs, les îles Scilly sont le premier bout de terre ferme touché par l'éclipse de 1999. Au milieu de l'été anglais, le cercle de totalité projette son ombre à 11h09 exactement. Pour moi, c'est la fin d'une attente de 37 ans. Lorsque j'avais 8 ans, j'ai eu un petit livre d'astronomie pour mon anniversaire. J'ai lu différentes choses sur les éclipses et j'ai appris que la prochaine éclipse totale en Grande-Bretagne aurait lieu le 11 août 1999. Je me suis dit à ce moment-là que j'irais dans le sud de l'Angleterre pour la voir. Et c'est exactement ce que je suis en train de faire. Dans les Cornouailles anglaises, le jour de l'éclipse est plutôt attendu comme le retour d'une légende. David Matthews, ancien photographe des forces aériennes, a aperçu une forme dans le paysage. Matthews croit que c'est un message et que cette colline est celle où Arthur, roi d'Angleterre au VIe siècle, tenait sa cour avec les chevaliers de la table ronde, le site de Camelot. Sur une carte, Matthews suit la trace d'Arthur chevauchant un grand sanglier blanc. Il pense que l'œil du sanglier représente l'exacte position de ce lieu mythique, Camelot. Selon la légende, c'est comme ça que doit revenir le roi Arthur. Matthews est convaincu que l'esprit du roi Arthur reviendra en Angleterre avec l'éclipse parce que la ligne centrale de totalité passe juste à l'endroit qu'il a repéré sur les cartes. Pendant ce temps, les scientifiques poursuivent leurs recherches. C'est pendant les éclipses que l'astronomie solaire se pratique le mieux. Un aspect important de la recherche sur les éclipses est l'étude de la variation du diamètre solaire. Si le diamètre du Soleil devenait plus grand, cela signifierait que la Terre recevrait moins d'énergie. Nous serions alors plongés dans une autre période glaciaire, de sorte que la Terre se couvrirait de neige et de glace, comme ce que nous voyons dans ces montagnes. Survoler ainsi la ligne de totalité rappelle à Fred Espenac combien nous sommes peu de choses face à l'immensité de la nature. Une éclipse vous donne la même impression. En fait, elle vous permet de réaliser combien vous êtes peu de choses par rapport à l'univers et au système solaire. Et elle vous donne le sentiment unique de faire partie de cette incroyable immensité cosmique. Fred Espenac, l'une des plus grandes autorités mondiales en matière d'éclipses, les a chassés pendant plus de 30 ans, mais jamais auparavant au-dessus des Alpes. Les gens me demandent pourquoi je poursuis ainsi les éclipses. Après en avoir vu une, ne les avez-vous pas toutes vues? Eh bien non. Chaque éclipse est unique, la couronne est différente, ainsi que les protubérances qui entourent le Soleil. Le danger est qu'une fois que vous avez vu une éclipse, vous ne pouvez plus vous arrêter. Et vous finissez comme moi, traquant l'ombre de la Lune dans le monde entier. Et si vous êtes un chasseur d'ombre, avoir un ciel clair est capital. Pour cette éclipse, plus vous allez vers l'est, plus les chances d'avoir un ciel sans nuages sont grandes. Mais même si le ciel est couvert avant l'éclipse, il se dégage souvent pendant la phase de totalité. C'est parce que le cercle de totalité voyage avec son propre microclimat, souvent clair dans l'ombre elle-même et nuageux dans son sillage.
Mais qu'allons-nous voir au juste? De l'autre côté de la planète se trouvent les îles Curaçao. Et c'est ici, dans les Antilles hollandaises, qu'a été observée la dernière éclipse totale de soleil. Voici les Caraïbes du Sud. En février 1998, le tourisme est florissant. La veille de l'éclipse, la population de Curaçao, anticipant la totalité, a été multipliée par 3. Tôt le matin du 26 février. Quelques regards anxieux. Le ciel se couvre alors que tous les chasseurs d'éclipses du monde sont rassemblés ici. Avec des liaisons satellites, des objectifs puissants et des filtres spéciaux, les médias sont là aussi. Pour garder le soleil dans l'objectif, les supports motorisés des caméras doivent compenser le mouvement de rotation terrestre. C'est une folie absolue, mais cette folie est positive. Et c'est une merveilleuse folie. Je pense que c'est dû à la rareté de l'événement, mais aussi à sa beauté. Les gens s'éclatent quand ils la voient, parce que même moi, vous savez, je suis un spécialiste des fusées et je m'éclate complètement. Ça pourrait bien être un artefact créé par les extraterrestres. Il y a des années, les extraterrestres ont placé la Lune exactement sur cette orbite parce qu'ils ont réalisé que si jamais la Terre devait développer une vie intelligente, alors le fait de s'apercevoir que le diamètre de la Lune et du Soleil coïncide s'interpréterait comme un signe de leur présence. Chez tous ces passionnés, la camaraderie est très forte. Le ravitaillement se fait dans la bonne humeur. Dernier préparatif. Premier contact. La Lune dévore le Soleil. Soudain, l'horreur, un nuage. Les doigts des ancêtres se croisent, et ils ont raison. Le ciel s'éclaircit et la magie prend forme. Les jumelles projettent une double image du croissant solaire. Des douzaines de croissants lumineux se déploient dans les arbres. L'observation ne peut se faire qu'à travers les filtres les plus épais. Cette phase partielle dure 1h30. À mesure que la totalité approche, l'ambiance devient étrange. Les choses prennent un aspect très curieux. Les couleurs deviennent sourdes, étouffées, parce que nos yeux ne sont pas capables de les voir aussi distinctement. Les ombres deviennent tranchantes et tout baigne dans une lumière blafarde et féerique. Nous ne la voyons pas encore, mais l'ombre de la Lune s'approche silencieusement de Curaçao. L'intensité de la lumière baisse rapidement. Environ 30 secondes avant la phase de totalité, au lieu d'observer le soleil, il faut regarder en bas vers une plage, comme celle-ci. Comme des vaguelettes à la surface d'une piscine ensoleillée, vous verrez des bandes d'ombre. Ça ressemble à des serpents noirs qui s'étirent à l'infini dans toutes les directions et se déplacent sur le sol. C'est comme si la Terre allait s'ouvrir pour vous avaler. Ce sont des illusions d'optique dues à l'atmosphère. La totalité n'est pas encore complète. C'est un moment que les photographes détestent, ôter le filtre de la caméra et changer rapidement d'exposition. Le soleil a presque disparu, les oiseaux deviennent silencieux. L'anneau de diamant apparaît. La totalité. Pendant 3 minutes et demie, nous voyons la couronne de notre glorieuse étoile. Le ciel s'obscurcit suffisamment pour que les étoiles et les planètes apparaissent. À nouveau, l'anneau de diamant et la phase de totalité est terminée.
personne ne semble s'intéresser à la phase partielle au moment où la Lune abandonne le Soleil. Une retraite qui peut prendre 1 heure et demie. À Curaçao, c'est le moment de faire la fête. Cheers. Cheers. Ça m'a fait rire et pleurer en même temps, c'est tout ce que je peux vous dire. Oh, c'est très spirituel et religieux, je pense. Si seulement un cigare était aussi bon qu'une éclipse. Merveilleux. Il n'y a rien de mieux. Venez voir une éclipse. La première éclipse totale que j'ai vue remonte à 1970. À l'époque, j'étais un jeune étudiant. J'étais astronome amateur. Je pensais que ce serait mon unique chance de voir dans ma vie une éclipse solaire, parce qu'elle passait tout à côté de chez moi. Alors j'ai demandé à mes parents de me prêter leur voiture. Je ne conduisais que depuis 6 mois. J'ai roulé pendant 1000 km vers le sud jusqu'en Caroline du Nord pour voir l'éclipse totale. Elle a duré seulement 2 minutes et demie. Et dès que ce fut terminé, je savais qu'il fallait que j'en voie une autre. Depuis, j'ai voyagé dans le monde entier, du Kenya en passant par l'Amérique du Sud, l'Asie, l'Australie. Et chaque fois, l'expérience est nouvelle. L'adrénaline remonte encore. Vous ne vous en lassez jamais. C'est l'un des plus merveilleux spectacles, si ce n'est le plus merveilleux que vous pouvez voir dans la nature. Après l'éclipse de cette année, le 11 août, la prochaine en France sera en 2081. Donc ne ratez pas cette chance, vous ne verrez probablement pas la suivante. Les éclipses totales ont effrayé l'humanité pendant des milliers d'années. Elles soulèvent de profondes émotions et des sentiments primitifs. Beaucoup ont essayé d'exprimer le merveilleux et la magnificence de l'éclipse totale. Mais aucun mot, aucune image ne peut saisir la majesté de la réalité. To know you won't be there is more than I can bear. How could love be so